Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, toujours une joie d'être avec vous et de vous présenter celles et ceux qui rendent la vie un peu plus légère près de chez vous. Toute la légèreté de l'esprit de René Goscinny, illustre auteur-scénariste dont l'œuvre Facteur Rhésus est décryptée par un passionné qui vous fait redécouvrir une tranche de société en pleine mutation. Et la légèreté d'un produit solide, confortable, entièrement fabriqué à la main, le savoir-faire de la chaussure en cuir touche les sommets dans le Trièves. Avec vous, Marie, bienvenue. Merci, bonjour. Marie Révelli, vous êtes artisan du cuir. Vous travaillez avec un geste de perfection pour cet accessoire si essentiel à notre posture et à notre bien-être. On vous découvre dans un petit instant avec vos produits qu'on trouve déjà magnifiques. Et soyez le bienvenu, Nicolas Rouvière. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes enseignant à l'Université Grenoble-Alpes, maître de conférences, spécialiste des littératures jeunesse. À l'INSPE, c'est ça qui remplace l'UFM. C'est-à-dire vous sensibilisez, vous apprenez à sensibiliser à la lecture en fait pour le jeune public. Je forme des professeurs de français, de collège et lycée, et puis des professeurs des écoles. Donc on travaille sur la littérature de jeunesse et puis sur l'enseignement de la langue, de la littérature. Et donc voilà, on apprend à faire classe, et on apprend à faire partager le goût des livres. Elle est primordiale, justement, cette spécialité, cette lecture, alors que les derniers résultats n'avaient pas été très bons concernant l'éducation nationale et le niveau de nos enfants. Oui. Est-ce que vous devez procéder déjà à certains changements? Un coup de pouce, vous avez déjà été sollicité? Oui, alors on sait qu'en France, on a à la fois les meilleurs compreneurs et puis aussi les élèves qui sont parfois le plus en difficulté au niveau de la compréhension. Donc il y a un écart qui peut se créer entre les deux et l'objectif, c'est de combler le fossé. Et pour ça, effectivement, initier des démarches d'apprentissage et d'enseignement qui soient un peu différentes et qui soient un peu plus stimulantes pour les élèves. Lire est stimulant. Qu'on soit un littéraire, qu'on soit un scientifique, la lecture est toujours très, très bénéfique pour les enfants, quelle qu'elle soit. Oui, elle permet de se construire aussi, elle permet de s'évader, de baigner dans la langue et dans un imaginaire qui nous fait grandir. Oui, et de bien repérer aussi le français, ça c'est important. Et même dans la BD aussi, même si parfois le langage est un peu plus familier. Alors en l'occurrence, il est familier et soutenu, le langage de Goscinny. Vous publiez Goscinny et le facteur Rhésus, donc un ouvrage qui est publié chez La Déviation et Ultime. C'est ça, c'est ça, oui. C'est un même éditeur? Ce sont deux éditeurs qui se sont associés pour ce petit livre. D'accord, donc Goscinny et le facteur Rhésus, un art de l'anti-portrait. Alors, on le retrouve où justement en librairie. Un peu partout. Voilà. Alors, il est dans le titre, René Goscinny, auteur, scénariste. Piquant, tendre, curieux, espiègle, le visage même de l'espièglerie, Astérix, le petit Nicolas, Lucky Luke, on en passe évidemment. C'est votre sujet coup de cœur? Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix. Ouais. Donc, après avoir beaucoup écrit sur Astérix, je me suis intéressé à une histoire qui est inédite, en fait, jusqu'à ce jour, qui a été publiée en 1964 dans le journal de Pierre Dac, L'Os à moelle, et qui, à l'époque, est illustrée par une toute jeune illustratrice inconnue, qui s'appelle Claire Bretéché, et dont on ne sait pas encore qu'elle aura une grande carrière. Oui, alors comme vous dites, c'est pas la plus connue parce qu'elle est éphémère, cette œuvre, Facteur Rhésus, publiée du 21 mai au 16 juillet 64, c'est très court. Oui, c'était publié sous forme de feuilleton et sous forme de petits strips illustrés, voilà, comme on peut le voir. Et en fait, c'est un récit exceptionnel parce que il nous offre une focale, une sorte de fenêtre pour découvrir à la fois la vie et puis l'œuvre de René Goscinny, qui ne se limite pas à la bande dessinée. On ignore qu'il a écrit des nouvelles policières, qu'il a écrit un opéra bouffe, que c'est un homme de radio, un homme de télévision. Et donc, en fait, il a écrit un roman aussi. Et à travers ce petit récit, on a des passerelles
vers différents pans de son œuvre qu'on ne connaît pas forcément. En fait, c'est ça que vous avez voulu faire, c'est redécouvrir Goscinny à travers Facteur Rhésus. Voilà. Donc, le Facteur Rhésus, alors L'Os à moelle, c'était un journal publié par Pierre Dac, l'humoriste, le compère de Francis Blanche aussi, qui ont beaucoup marqué les années 60, Oui. très intrépide. Et ce petit feuilleton, vous appelez ça donc une suite narrative, des vignettes qui sont sans bulle, donc c'est pas une vraie BD, c'est un texte narratif comme Goscinny savait les faire dans Le Petit Nicolas, par exemple. C'est un récit illustré et ça nous renvoie un petit peu aussi à l'ancêtre de la bande dessinée, parce qu'au début du siècle, c'était sous ce format en fait que les bandes dessinées, avant que la bulle se généralise, c'était sous ce format qu'on publiait parfois des récits. Et donc là, comme on a affaire à un personnage réactionnaire, on a une forme de bande dessinée aussi à l'ancienne. Et donc, le fond et la forme collent assez bien. Et puis, c'est vrai que ça se lit bien, un petit texte comme ça. C'est assez court. Il y a un petit feuilleton, on veut connaître la suite. Donc, ça touche déjà un public très large. Alors, on va faire connaissance, évidemment, avec Facteur Rhésus, mais aussi indissociable de cette œuvre, Claire Bretéché, donc une jeune femme de 24 ans qui se présente alors que Goscinny cherche un dessinateur. Lui, garçon, fille, peu importe, Claire Bretéché a du talent, elle sort de l'école. Oui, c'est ça. Donc, elle sort d'une école de beaux-arts. Dans ce milieu très masculin, faut le rappeler, on le voit ici, ça date d'un petit peu, oui, peu on la plus voit tard. ici en bas à gauche, effectivement. Avec les Gottlieb, Uderzo Fred, à gauche. Uderzo, Mandrika au fond, le grand barbu, l'auteur du Concombre masqué. Jean-Michel Charlier à droite aussi, qui était le co-rédacteur en chef de Pilote. Et à l'époque, elle a juste un book avec quelques dessins qu'elle a publiés dans quelques revues. Et Goscinny lui fait confiance. Et puis, il aime la jeunesse, il aime l'impertinence. Une femme, c'est pas si fréquent dans le milieu très masculin de la bande dessinée. Et donc, comme il l'a fait durant toute sa carrière, il donne sa chance, en fait, aux jeunes talents. Et donc, il l'a mis sur un pied d'égalité, c'est ce qu'il dit. Et par la suite, elle a eu la grande carrière qu'on connaît. Agrippine, entre autres, un petit peu plus sur le tard. Agrippine, d'ailleurs, elle est arrivée après, dans les années 80. Ce qui l'a fait vraiment connaître, c'est quand elle publie Les Frustrés dans le Nouvel Observateur. Ces planches satiriques des milieux de post-68 art. Les frustrés, milieux culturels, aussi, aisés, intellectuels, dont elle va devenir un peu la sociologue. Et donc, ça va être sa patte. Et après, donc, ces personnages un peu cyniques d'adolescentes, comme Agrippine. Tout à fait. Et alors, pour revenir à Goscinny, vous servez de Facteur Rhésus. Alors, Facteur Rhésus, il s'appelle comme ça, ce personnage, peut-être aussi pour rappeler. Alors, le journal s'appelle L'Os à moelle, Facteur Rhésus, on reste dans l'anatomie. Et vous, dans cette dimension-là, vous allez rechercher Goscinny et pour nous révéler certaines facettes de cet auteur, en fait. Oui, donc là... une part de son histoire, un petit peu de psychanalyse aussi, la question du rapport au père. Et le Facteur Rhésus, ça nous renvoie à quelque chose qui relève du sang, le facteur sanguin. Et il y a quelque chose qui traverse toute l'œuvre de Goscinny, c'est l'attention à la généalogie et à une histoire douloureuse aussi, puisqu'il a perdu une partie de sa famille dans les camps de la mort. D'origine polonaise. D'origine polonaise par son père et ukrainienne par sa mère. Juif ashkénaze. Vous en parlez de sa famille. On voit ici son père, pour qui il avait beaucoup d'admiration. Tout à fait. Et donc, ce facteur Rhésus, lui, il est justement dans la filiation totale par rapport à un père qui est lui-même facteur. Donc, il est fils de facteur, petit-fils de facteur, arrière-petit-fils de facteur. Et on a une sorte de contre-portrait, finalement, d'un Goscinny qui lui-même... quelque part dans toute son œuvre, fait un peu allégeance au principe du père. Et donc, mon hypothèse, c'est qu'à travers ce personnage, René Goscinny fait une sorte d'anti-portrait de lui-même, à un moment charnière de son existence, où il doit se réformer de façon intérieure, il doit changer de vie aussi, il doit peut-être se mettre en couple, créer une famille, ce qui arrive sortir de sa timidité. Juste après. Et ça arrive juste après. 3 semaines après la publication de ce récit. Puisqu'il rencontre la femme de sa vie durant une croisière pendant le mois de juillet 64. Très belle histoire d'amour, d'ailleurs, à laquelle vous faites allusion.
À la fin, hein, quand même, parce Oui. qu'il faut aussi Oui. connaître le dénouement, l'épilogue, et ça en fait partie. Vous parlez d'une plume jubilatoire de Goscinny. Oui. Alors, à son meilleur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de mots truculents, il y a beaucoup d'esprit. Pourquoi il est à son meilleur, sachant qu'il a encore, il est mort très jeune, à 51 ans, en 1977. Ici, on est en 63-64, et il est à son meilleur à ce moment-là. Ouais, je crois que c'est vraiment 64, ça fait partie des années où il décolle en fait. C'est-à-dire que Astérix devient la série phare du journal Pilote. Lui-même, depuis un an, est co-rédacteur en chef. On voit les ventes qui décollent. Quelques mois plus tard, le général de Gaulle, pendant un conseil des ministres, va même affubler tous ses ministres de noms en X. Le premier satellite français en 65 portera le nom d'Astérix. Donc il y a quand même un phénomène qui est en train de se produire, un phénomène de société. Et Goscinny le sent. Et en même temps, il commence à sortir de la galère, en fait, parce qu'il a quand même connu des années difficiles. Et il est porté par un collectif, c'est-à-dire qu'il y a le collectif de pilotes, et puis il y a Pierre Dac qui va l'intégrer dans son équipe d'humoristes du moment. Et Goscinny adore ça. C'est-à-dire qu'il va côtoyer des hommes de radio, des hommes de théâtre, des hommes de cabaret, des hommes de télé. Et il va petit à petit s'ouvrir à tous ces médias et être enrôlé dans différentes émissions. Des radio, Jean-Yann, télé, Jacques Martin, voilà. on peut en citer vraiment toute une époque, les débuts de l'humour aussi, où vraiment c'était une satire aussi, une satire de cette société qui était en pleine mutation. Et Facteur Résus, c'est l'art de la satire de l'administration française qu'on a Oui, beaucoup voilà. retrouvé chez Goscinny par la suite, Oui. et notamment dans les 12 travaux Oui, d'Astérix. le fameux formulaire A38. C'est ça qui se trouve avec la maison qui rend fou. Donc, Voilà, c'est ça. mais Astérix y parvient justement. On ne sait pas exactement comment, à force de patience. Mais c'est l'art de la contestation, le non au changement, cette lourdeur de l'administration qui est incarnée par le Facteur Résus, comme pour la dénoncer, cette lourdeur de l'administration, mais avec beaucoup de tendresse. Oui, beaucoup de tendresse. René Goscinny prend toujours le parti, quelque part, des personnages dont il va se moquer. Et il le fait avec un certain amour, en fait. Et je dirais d'autant plus que s'il reconnaît dans ce personnage certains traits qu'il a en lui-même, il va faire surtout de l'autodérision, finalement, en poussant à son extrémité certains traits de caractère que peut-être il sent aussi parfois en lui. Et donc, malgré le recul qu'il a, parce que l'administration française, il a grandi à Buenos Aires, on peut le dire, en Argentine, ouais. Jusqu'à l'adolescence. C'est ça, et il a idéalisé quelque part la société française. Et donc, il la découvre ensuite à partir de 1951, et puis avec un certain recul. Et c'est ce regard distancié aussi qui fait que ce regard amusé, qui fait qu'il a toujours ce décalage et cette acuité d'humoriste. Voilà, puisque on le révèle, mais on peut la découvrir, cette histoire. Pourtant, il y a eu quand même plusieurs feuilletons, mais vous en prenez le meilleur avec... Non, mais c'est très drôle. Moi, je me suis vraiment beaucoup marrée à le regarder. Et il faut changer l'administration, il faut changer la poste. Donc, ils veulent pas, puisque ces formulaires qu'on trouve pas, qui sont pas disponibles parce que le guichet est fermé, parce que c'est tout ce qu'on retrouve. Mais il y a une complaisance, évidemment, de la part du personnel, dont fait partie, évidemment, le Facteur Résus, qui va pouvoir rétablir. Il y a le changement, ça lui va pas, il va pouvoir le rétablir par un heureux hasard. Oui, on n'en dit pas plus. Non, voilà. On vous laisse lire évidemment, puisque ça n'est pas le journal qu'on retrouve, mais on en retrouve évidemment les principaux faits. Et on va pas les lire, mais c'est très très drôle. Ces textes de Goscinny sont vraiment absolument désopilants. Claire Bretéché, dans tout ça, elle a prêté donc le trait, elle a donné son trait à ce Facteur Résus. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été révélée par Goscinny ? Alors, pas dans ce récit lui-même. Ensuite, elle va publier dans Spirou, dans Record, dans Tintin. Et puis, à partir de 69, elle revient se présenter à la rédaction. Et là, avec ses propres scénarios, avec son propre personnage féministe, qui s'appelle Cellulite. Et oui, là, elle va commencer vraiment à avoir un certain succès. Et ensuite, elle va quitter Pilote pour fonder avec Mandrika et Gottlieb en 72 le mensuel L'Écho des Savanes. Et là, ensuite, elle va rouler, elle va de façon plus indépendante œuvrer avec les Frustrés dans le Nouvel Obs, et puis ensuite vraiment s'auto-éditer et devenir un auteur de référence qu'on connaît. Oui,
exceptionnelle. Elle est décédée en 2020 des suites Oui. de la maladie d'Alzheimer. On peut révéler aussi le fait qu'elle vous a écrit une lettre, puisque vous l'aviez contactée pour ce Oui. travail sur le facteur Rhésus. Elle y est, cette lettre, dans laquelle elle parle d'un travail raté. En fait, elle parle d'un échec avec le facteur Rhésus. En fait, René Goscinny lui a demandé certains dessins qui étaient pour elle un peu difficiles, dont un ravalement de façade d'immeuble qui lui a coûté beaucoup d'efforts. Et puis, avec le recul des années, évidemment, elle a un regard un peu critique sur son premier travail d'illustratrice. Donc, elle est un peu sévère avec elle-même. Oui, Et mon nous, on travail la réhabilite parce que... a été très mauvais, c'est ce qu'elle Voilà, dit. on estime que quand même le dessin est tout à fait honorable et il porte bien le récit, hein, donc il le valorise bien et voilà, c'est un peu sévère de sa part. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce courrier, elle réagit à l'analyse aussi qui est faite du récit. Et donc, on a un effet retour là qui est intéressant à avoir. Sans détour. On ne va pas lire toute la lettre. Elle tient en 1 page et demie, hein, mais sans détour, c'est très Oui. Claire Bretéché. Oui, oui, tout à Très, fait. très On clair retrouve sa aussi. personnalité. Oui. Je suis très honorée, cher Nicolas Rouvière. C'est très émouvant, cette lettre ici. Je peux juste vous demander votre avis sur la vie d'Astérix aujourd'hui, vous qui avez publié sur Astérix. Bah, je pense que donc comme toutes les œuvres populaires à succès, ça devient un mythe collectif. Donc c'est une BD qui a plusieurs âges, avec différents auteurs qui se succèdent. Il y a eu la période Ferry Conrad, mais qui n'est pas terminée. Et puis là, un tout nouvel album, donc scénarisé par Fab Caro, qui, avec sa verve habituelle, arrive à séduire les adolescents, les adultes, avec un pari difficile. Sur un personnage qui rentre dans le village gaulois pour diffuser la bonne parole et dont il se moque. Pour les enfants, c'est peut-être un album qui est plus difficile d'accès, mais il en faut pour tous les goûts. Et donc, ça nous permet aussi de nous souvenir que Astérix s'adresse aussi aux adultes et aussi une bande dessinée avec un second niveau de lecture parfois plus difficile. Aux adultes, aux ados, avec le cinéma, parfois réussi, parfois moins. Ben, je crois qu'on est tellement tous fans de la série qu'on a tous un avis particulier sur chacun des opus Tout à fait. Voilà, qui sort. Et, On est beaucoup de fans de Chabat quand même. Hein. ouais. Donc ça, voilà. Mais peut-être que chacun, non, voilà, il y a différentes interprétations de ce personnage que la société française s'est appropriée. Pourtant, dessiné par un Belge. On le rappelle. Eh bien, merci beaucoup. On le rappelle, hein, Goscinny et le facteur Rhésus, qu'on vous invite tous à découvrir pour redécouvrir Goscinny et toute la tendresse et l'intelligence de ce personnage très, très espiègle. Un autre art pour lequel la France est très, très reconnue tout de suite. Parce que j'ai travaillé un peu mon sujet quand même. Attention, la chaussure, je ne sais pas si vous le saviez, c'est un savoir-faire d'excellence qui est très français. Sur les 14 millions de paires de chaussures fabriquées en France chaque année, on compte 86 entreprises artisanales seulement, dont la vôtre. Dans la mienne, effectivement, pardon. C'est incroyable, Marie. C'est très peu de chaussures fabriquées à la main. La vôtre s'appelle Soupçon, la chaussure philosophe. Oui, tout à fait. On va teaser un petit peu, on va en savoir un petit peu davantage sur ce nom qui est quand même très intriguant. Mais d'abord, on va faire connaissance avec vous, Marie Révéli. Vous êtes une shoemaker, hein, comme on dit. Schumacher, ça veut dire fabricante de chaussures. Hein, shoemaker, donc fabricante de chaussures. C'était votre vocation ? Alors, une vocation, je ne sais pas. J'y suis arrivée au bout d'un chemin à travers le monde du cuir. C'est-à-dire qu'au départ, je suis entrée dans le monde du cuir par la sellerie et le harnachement. Donc, le travail de l'équipement des cavaliers et des chevaux. Passionnée de chevaux au départ aussi ? C'est ça. J'étais monitrice d'équitation et j'avais envie en même temps de fabriquer des objets de mes mains. Et voilà pourquoi la sellerie et le harnachement. Et j'ai cherché du travail là-dedans, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment toute jeune. Je ne me sentais pas d'être à mon compte, d'être artisan. Et j'en ai pas trouvé là-dedans. Et par hasard, en fait, j'en ai trouvé en maroquinerie.
Donc chez plusieurs personnes, et dont chez Hermès, où je suis restée un bon bout de temps. 9 ans, hein. Voilà, c'est Vous ça. y travaillez le cuir, en fait. Oui. Vous fabriquez quoi? Des sacs à main. C'était de la maroquinerie, mais c'était essentiellement des sacs à main. Ah oui, mais des sacs à main, un sac, c'est pas une chaussure. Donc, il Non. a fallu tout réapprendre. Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer votre entreprise? Comment est-ce que vous avez glissé du sac à la chaussure? Alors, comment du sac à la chaussure? La chaussure, ça m'a intriguée depuis très longtemps. C'était des savoir-faire que je trouvais assez mystérieux, que j'avais envie de connaître. J'aime bien aussi le rapport qu'on peut avoir avec nos chaussures, tout simplement. Je trouve que c'est très intime. Ça me plaît, en fait, comme objet. Vous étiez fan de chaussures aussi? Vous en achetiez beaucoup? Vous aviez des Non. étagères de chaussures? Non, pas spécialement, mais je sais pas, pour moi ça véhicule quelque chose qui me plaît. Je ne saurais pas exactement mettre les mots dessus. Ça termine, ça souligne une ligne, Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas exactement. donne une attitude. Mais voilà. Et en fait, quand j'ai quitté donc la maison Hermès, j'avais envie de m'offrir ce plaisir, en fait, de découvrir la chaussure. Et j'ai appris ça chez un artisan, donc à Nantes. À Nantes. Ouais. Et vous voilà dans le Trièves, pardon, depuis une dizaine d'années? Oh non, dans le Trièves, depuis beaucoup moins, depuis 4 ans. Ah oui, votre entreprise, elle a... Elle a- Oui, c'est ça, en fait. Elle a même moins de 4 ans, parce qu'en fait, le projet, lui, il date de 4 ans. Voilà. Mais voilà, ça a mis un moment à naître. Et c'est parti, vous travaillez le cuir, donc le matériau de base de vos chaussures. C'est une matière qui est difficile à travailler, elle est spécifique? Oh, bah, difficile à travailler, je sais pas. Du coup, ça fait longtemps maintenant que je la connais. Donc, C'est je sais pas. particulier, tout le monde ne peut pas nécessairement travailler le cuir avec sa machine à coudre. Moi, je dirais comme toute matière, il faut apprendre à la connaître et à comprendre comment elle fonctionne, dans quel sens la prendre et comment la manipuler. Bien le choisir déjà. Tout à fait. Donc vous avez vos fournisseurs, vous connaissiez déjà de par votre passé J'en connaissais, mais après, les tanneurs, comment dire, il y en a beaucoup en fait qui travaillent tous travaillent sur des très gros volumes. Moi, je travaille sur des très petits volumes, donc c'est difficile des fois de se rencontrer. Donc, il y en a que je connais, mais avec qui j'arrive pas à travailler parce qu'on ne sait pas comment faire, en fait, tout simplement. Et d'autres qui font l'effort d'ouvrir leurs portes à des petits artisans, et je les en remercie. C'est super chouette de leur part. Localement, on en trouve. Ouais, oui, tout à fait. Alors la fabrication, c'est tout un art. C'est vous qui créez les moules, les lignes? Alors, les moules, donc je suppose que vous parlez des formes en bois ou Voilà, en oui. résine. Je sais Voilà. pas comment ça Ouais, s'appelle. Ça s'appelle une forme, Une tout forme, simplement. d'accord. Voilà. Alors, la forme, en fait, je la mets au point en équipe, disons en collaboration avec un formier. Voilà. Donc, un formier, c'est vraiment un fabricant de formes. En fait, moi, je viens avec mon cahier des charges, quel type de chaussures je veux faire dessus, enfin avec, quelle hauteur de talon, quel style, etc., etc., quel chaussant, plus ou moins confort, etc., ou plus ou moins esthétique. Enfin, toute une cahier des charges. En fait, c'est vraiment un échange entre nous deux. Par exemple, pour faire la mise au point de la forme sur laquelle je fabrique les chaussures à talons, ça m'a mis 6 mois. Enfin, ça nous a mis 6 mois, du coup, à mettre au point ensemble. 6 mois pour mettre au point. Juste Ensuite, la forme. Voilà, donc le moule sur lequel je fabrique la chaussure. D'accord. Le talon est en bois, lui. Le talon, lui, est en bois, ouais, tout à fait. Un bois, c'est pas lourd, il faut... Non, c'est au contraire. Au départ, je travaillais sur un talon qu'on appelle plein cuir, donc c'est des couches de cuir successives. Là, c'était plus lourd. Là, au contraire, le bois, ça amène plus de alors, légèreté. c'est vous qui avez imaginé cette forme-là, cette ligne, parce qu'une chaussure, c'est très particulier à fabriquer. C'est la démarche, l'équilibre, la posture. C'est très important, notamment pour les bébés. On dit qu'il faut faire très, très attention à avoir des chaussures qui sont particulièrement solides et bien équilibrées. C'est 6 mois, c'est ça, en fait. C'est le temps qu'on prend pour avoir un équilibre et une ligne. Voilà, qui soit jolie pour avoir et- une forme confortable, ergonomique, et en même temps un esthétique qui nous plaît. Voilà. Et, alors, là, je les vois. Je peux en avoir une là quand même parce que je vois que c'est... Ah ben voilà. C'est un produit qui est... Il est magnifique. C'est magnifique. C'est absolument beau. superbe. Le bois est travaillé. Ça sent bon. C'est un produit de luxe ou c'est juste un beau produit durable et artisanal? Alors moi, je dirais que c'est simplement un produit artisanal et durable. J'ai pas spécialement envie de m'inscrire dans le luxe. J'ai juste envie de travailler avec cœur à l'ouvrage, comme il faut. Voilà.
Je m'applique et puis après, il sort ce qui sort. Et est-ce que vous faites du sur-mesure aussi? C'est-à-dire, est-ce que je peux arriver avec mon pied, qui n'est pas un cadeau, un pied très large et voilà, pas forcément celui-ci, je ne sais pas si ça pourra rentrer, et puis vous c'est une roulez forme mon pied Non, alors moi j'aime bien commencer en fait par un essayage déjà, parce qu'en fait les formes sur lesquelles je travaille sont vraiment pas contraignantes, donc souvent on n'a absolument pas besoin d'adapter ça au pied de la personne. Si jamais il y a besoin, je peux faire des petites adaptations, voilà. Donc, c'est-à-dire, typiquement, souvent, on a un hallus valgus qui se dessine. Je peux très bien rajouter ce volume-là, en fait, pour accueillir le pied de manière confortable. et faire en sorte que ça ne se déchire pas sur les côtés, voilà, par exemple. Comme beaucoup de modèles. Mais pourquoi la chaussure philosophe, alors? La chaussure philosophe, tout simplement parce que marcher, flâner, je trouve que c'est toujours une source d'apaisement et ça éclaircit les idées, ça rend les pensées plus fluides, plus... Voilà, tout simplement. Ne pas penser à ses pieds, finalement. C'est-à-dire, ouais, une chaussure est bonne si on n'a pas mal aux pieds, alors. Ça arrive. Vous n'avez jamais mal aux pieds? Non, j'avoue, j'avais pas mal aux pieds. Vous portez vos chaussures? Ouais. Que vos chaussures? Non, pas que mes chaussures. Je fais pas de basket. Donc quand je vais me promener en montagne, j'ai des baskets. Ah bah, forcément. Vous avez vu? C'est des très très beaux produits. On vous a vu au salon Artisa et vous avez eu beaucoup de succès aussi. Vous provoquez l'émotion aussi. On n'a plus vraiment l'habitude de voir des beaux produits artisanaux comme cela. J'ai l'impression qu'effectivement la chaussure, il y a eu un creux en France. Il y a eu beaucoup de fabricants de chaussures qui ont dû fermer leurs portes, qui n'ont pas réussi à tenir à flot. Donc effectivement, on a perdu un peu ce savoir-faire-là, mais qui renaît aujourd'hui, qui quand même se reconquiert bien. Et vous êtes toute seule? Non, j'ai des collègues. Toute seule à l'atelier? Oui, à l'atelier. Oui, à l'atelier, je suis toute seule, tout à fait. Oui. Il faut honorer ses commandes aussi. Oui. C'est une entreprise qui se porte bien, qui vit bien, en tout cas la vôtre. Eh ben, je suis sur les débuts quand même, donc c'est une entreprise qui se construit encore, mais c'est bien. En tout cas, par exemple, le salon Artisa m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, et donc c'était chouette. Et de vous faire connaître. Voilà. Combien est-ce que je dois payer si je vais vous acheter celle-ci? Alors celle-ci, c'est 310. 310. Ouais. Produit artisanal, c'est moins cher dans certaines enseignes industrielles. Et celle-ci? Et celle-ci, 340. 340. Les chaussures d'hommes sont toujours plus chères que les femmes? Eh ben, déjà, c'est plus grand, donc il y a un peu plus de matière. Plus de cuir. Et après, elles me prennent un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de découpe au niveau de la tige, donc la partie haute de la chaussure, un peu plus que celle-ci. Voilà. Après, celle-ci, je mets plus de temps sur le semelage. Mais voilà, l'un dans l'autre. Et alors, vous avez une gamme, vous avez des tendances, des saisons, vous changez de modèle, vous avez plusieurs lignes, on dit? Alors, je ne peux pas suivre non plus le rythme de l'industrie. Printemps-été, automne-hiver, chaque année, c'est trop rapide pour moi. Moi, ça s'inscrit plutôt dans un temps long. Voilà. Et donc du coup, pour l'instant, j'ai essentiellement donc des chaussures à talons pour les femmes. J'ai 2 modèles et des chaussures comme celle-ci. Donc pour les hommes, j'ai un modèle bas et celui-ci en fait décliné en montant. Donc pour l'instant, j'ai essentiellement ces modèles-là. Mais après, je travaille sur la mise au point des chaussures plates pour les femmes. Donc voilà, que j'espère avoir automne prochain. Voilà. Pour les femmes. Pour les femmes. Parce que, alors, on se demande aussi où est-ce qu'on s'inscrit dans les tendances de notre société. Aujourd'hui, on parle beaucoup de chaussures véganes, comme celle que j'ai au pied aujourd'hui et qui n'y paraît pas. On imite le cuir avec des cuirs qui sont des cuirs végétaux. On entend parler de cuir de liège, des cuirs, qu'est-ce que j'ai lu? Des cuirs de pommes, des cuirs de fruits. Et je me suis intéressée un petit peu à ces matières. Et parce que effectivement, je trouve que c'est intéressant. Mais en fait, au niveau des résistances mécaniques, on ne fait pas aussi bien que la nature pour l'instant. Voilà. Donc, mécanique que l'animal, en tout cas. Mécanique, ça veut dire que ça n'aura pas la même résistance au déchirement, à la pliure, etc. C'est-à-dire que les chaussures vont tout simplement durer moins longtemps. D'accord. Voilà. Et l'usure, que ce soit la météo, que ce soit l'usure. C'est ça. Là, vous avez mis des noix sur celle-ci, c'est juste pour rappeler que c'est local. Il n'y a pas de noix dans les teintures au brou de noix, non? Non. D'accord. On ne sait jamais, peut-être une petite trouvaille, le 100% local. Des chaussures pour enfants ou pas? Il paraît que ce sont les enfants les plus consommateurs de chaussures en France. Ah ouais, j'imagine, sans doute, effectivement. Oui. Ils les mènent à rude épreuve. Mais non, pas pour l'instant. Non. Pas de chaussures pour enfants. C'est très spécifique. Tout à fait. Il faut être spécialisé dans la chaussure pour enfants. Mais les dames, les hommes, à peu près équivalent? Plus de modèles chez les femmes que les hommes ou pas?
Vous voulez dire pour moi pour l'instant? Oui, pour vos produits, ce que vous proposez. Pour l'instant, c'est à peu près équilibré. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, chez vous, on a compris le cuir. Cuir a de l'avenir. Oui. Écoutez, en tout cas, moi, c'est la matière que j'aime et que j'aime travailler. Et voilà. Avec une bonne réputation déjà, en tout cas une bonne implantation. Voilà. Il faut aller vous chercher dans le Triaf pour acheter les chaussures ou vous avez des Non, dépôts j'ai toujours un point de chute sur Grenoble. C'est-à-dire que je participe toujours à des boutiques sur Grenoble, des boutiques d'artisans, des boutiques collectives. Donc je fais partie de plusieurs collectifs. Je fais partie du collectif des éphémères, avec un Z, et aussi du collectif C'est fait ici. Voilà. Donc je participe des fois à des boutiques avec un collectif ou avec un autre. Et il y a aussi une petite boutique atelier de Original Lise Lingerie où on retrouve toujours mes chaussures. Et on vous trouve, donc on fait soupçon la chaussure philosophe et on vous renvoie vers les points de vente qu'on peut trouver. Merci beaucoup Marie, je vous souhaite une très longue vie à votre activité. Sympa quand même, des activités ancestrales comme ça qui reviennent. Moi ça me rappelait le film Le Disney Coco, je ne sais pas si vous l'avez vu en fait. Voilà, un film intéressant et qui parle d'ailleurs de la mort à des enfants, une autre vision de la mort avec le fameux Dia de los Muertos donc au Mexique et donc il fabrique des chaussures de génération en génération et le petit garçon, le héros, ça le saoule. Il veut pas faire ça. Voilà, lui, ce qu'il veut faire, c'est de la musique. Et là, vous avez réhabilité, je l'espère, qu'on a créé des vocations. Allez, on a le temps de faire le tour des bons plans. Ce film, il est super. Vous pouvez le regarder. Après, c'est Disney, ça c'est sûr. Je me retourne vers vous, Nicolas. Vous vouliez rendre hommage à Michel. Oui, je voudrais rendre hommage à une maison d'édition en fait établie à Saint-Égrève, qui publie de la bande dessinée et qui a même 34 ans d'âge et qui s'est acquis en fait à travers les années une réputation vraiment de très grande qualité avec un magnifique catalogue. Et donc, son président-directeur, c'est Monsieur Michel Jans, à qui je voudrais rendre hommage pour toute sa carrière magnifique. Et à ce beau catalogue qu'il a su réunir, il y a plusieurs auteurs italiens, dont Sergio Topi, qui est un peu l'auteur phare, traduit en 18 langues, qui s'exporte jusqu'en Chine. Et donc, Mosquito va publier un ouvrage, en fait, d'illustration, autour d'une exposition qui a eu lieu près du lac de Garde le mois dernier. Donc voilà, je pense que ça sera une belle publication à venir en janvier et puis c'est l'occasion de valoriser cet éditeur. Un beau travail et un bel éditeur, merci. Vous êtes amatrice de thé? Tout à fait. Oui. Vous en buvez beaucoup? J'en bois beaucoup, peut-être un peu trop même, mais... Pourvu qu'il soit très bon. Voilà, c'est ça. Et vous avez un coup de cœur à Grenoble? Oui, tout à fait. Moi, je voulais parler de la boutique de thé Lou Shan, qui est dans le centre-ville de Grenoble, parce que j'aime beaucoup tout simplement leurs thés, qui sont très naturels et qui mettent le thé à l'honneur de manière simple et pure. Et ça sent très bon quand on passe à côté. C'est rue Barnave, à l'entrée de la place Notre-Dame, ou la sortie selon l'endroit où on vient. Avec beaucoup de découvertes. Le thé, il apaise aussi. C'est vrai qu'ils sont très très bons, mais effectivement, il y a des thés sans le rooibos aujourd'hui qui est très à la mode et qui ne contient pas d'excitant, évidemment. Eh bien, merci à vous deux de nous avoir offert ces belles découvertes. Merci aussi à notre public. C'est l'Arche de Grenoble, c'est ça, qui accueille un public atteint de handicap mental ici et qui a été très très sympa. On a été ravis de vous accueillir. En plus, vous êtes à 2 petites rues de chez nous. Voilà. Et merci encore à tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.